Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Cette année 2024 est chargée en dates anniversaires. Après avoir commémoré le 80e anniversaire des débarquements et de la libération de la France occupée, mais également les 70 ans de la fin des combats à Dien Bien Phu en Indochine, aujourd'hui, 19 décembre 2024, nous commémorons le 60e anniversaire de la panthéonisation de Jean Moulin. Afin d'évoquer la vie de celui qui a su rassembler des mouvements de résistance, et au travers de l'ouvrage qu'il a écrit, j'ai le grand plaisir de recevoir Grégory Baudouin, président du Cercle Jean Moulin, association mémorielle, patriotique et républicaine, où le coprésident d'honneur n'est autre que Daniel Cordier, secrétaire particulier de Jean Moulin. Jean Moulin, Une nuit, une vie, est un roman historique qui ne renie jamais l'exactitude des faits, ni même ne la contredit, selon les mots d'Yves de Gaulle, qui a préfacé cet ouvrage, ajoutant même que l'auteur réussit à nous mettre, en l'espace de ces sombres et ultimes journées, les dernières, dans la tête de Jean Moulin. Au fil des pages, on redécouvre l'ascension professionnelle de Jean Moulin dans la hiérarchie préfectorale, mais aussi et surtout celui qui deviendra le symbole de la résistance face à l'oppresseur nazi. Nous le suivrons jusqu'à son dernier acte de résistance. Une nuit, une vie, le titre est frappant car en une seule nuit, la dernière, Jean Moulin retrace les moments de sa vie, les plus beaux, les plus sombres, ses choix, ses amours, ses peines, sa vision profonde de la France. En ce jour du 60e anniversaire de sa panthéonisation, souvenons-nous, entre ici, Jean Moulin. Eh bien, bonjour Grégory. Je te remercie vraiment Bon, d'avoir d'accepter notre invitation afin d'évoquer la mémoire de Jean Moulin en ce 60e anniversaire de sa panthéonisation et au travers de ton roman historique intitulé Jean Moulin, une vie, qu'on voit derrière moi d'ailleurs, paru aux éditions L'Harmattan en 2022. Dans cette émission, nous allons nous poser un instant sur cet ouvrage dont je te félicite sincèrement pour la qualité de l'œuvre, qu'elle soit rédactionnelle comme originale, puisque Jean Moulin nous est dévoilé, ou plutôt se dévoile, au travers d'un roman historique. Et ma première question sera assez simple. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre sur Jean Moulin et à lui donner une voix de roman historique? alors, la motivation, elle est loin. On va passer une heure là-dessus, rien que sur la motivation. Non, blague à part. Je suis issu d'une famille de républicains espagnols. Mon grand-père était de sensibilité du POUM, du Parti ouvrier d'unification marxiste, un petit parti trotskiste, et ma grand-mère, la CNT Faille, donc, qui était le syndicat anarchiste. Et sont arrivés en 39, à la fin de la guerre d'Espagne. Ils ont vécu la retirada, ils ont été internés dans les camps français dans le sud de la France. Et ensuite, ils ont été déplacés pour aller jusqu'à Dreux, en Eure-et-Loire. Là-bas, ma grand-mère est sortie des camps français avec un pseudo-emploi donc de femme de ménage. Et en fait, c'était la résistance qui déjà l'a fait sortir. Quelques années plus tard, elle s'est mariée avec donc le résistant qui l'avait fait sortir. Et puis, donc, celui qui l'avait accompagné, qui était un compagnon d'armes, est sorti des camps aussi. Et mon grand-père, résistant communiste, un jour s'est fait arrêter, puisque ma grand-mère a entendu quand ça a frappé à la porte, ouvre, c'est Maurice, du prénom de mon grand-père, et en fait, c'était ouvrez police. Et donc, mon grand-père n'a pas eu le temps de se sauver. Il a été interné à Compiègne, il a été libéré en 44. Euh, il est décédé des suites de l'internement en 1950. Et ensuite, ma grand-mère s'est mise en ménage donc avec ce compagnon
avec qui elle avait fait la Ritirada et qui a aussi ensuite adopté ma maman. Tout cela, on continue pour aller très vite. Ils sont rentrés tous les deux au sein de la Fédération nationale des déportés internés résistants patriotes, qui a été créée à l'époque par Marcel Paul, qui était syndicaliste, communiste, et qui est devenu ministre du général de Gaulle. C'est lui à qui on doit l'unification d'EDF. Et il a monté, Marcel Paul, avec un de ses compagnons d'armes, la Fédération nationale des déportés internés résistants patriotes. Ce compagnon d'armes, c'était le colonel euh, Frédéric-Henri Manès, qui était un des adjoints, mais aussi un ami très proche de Jean Moulin. Maman est rentrée dans cette fédération, elle est devenue pupille de la nation, de fait, et elle est aujourd'hui la présidente nationale de la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes. Et comme je dis toujours dans les conférences que je fais, je suis né dans le système concentrationnaire, non pas que je sois né dans un camp de concentration, mais tout simplement parce que depuis mon plus jeune âge, je l'accompagnais tout le temps dans ces réunions. Et c'est ce qui m'a permis de connaître les plus grands résistants, les plus grands déportés, mais aussi entre guillemets, les plus petits, les plus humbles, et qui parfois étaient pour moi les plus intéressants. Ils avaient des histoires extraordinaires, et ce ne sont pas des personnes médiatisées, mais ce sont des personnes extraordinaires. Et donc, c'est toute cette histoire qui m'a amené à m'intéresser à l'histoire de la résistance et de la déportation. Et ensuite, moi-même, ancien militaire au sein des troupes aéroportées, je me suis plus intéressé à l'histoire de Jean Moulin, à la résistance et donc à l'histoire de Jean Moulin. Voilà. Alors, dans ton ouvrage, la vie de Jean Moulin nous est contée au travers de plusieurs thèmes, qui ont une importance assez importante et qui sont aussi le reflet de ta personnalité, ce que j'ai beaucoup aimé. On a la famille, la pensée politique, la carrière professionnelle, la résistance comme thème vraiment majeur. On a d'autres thèmes qui sont traités. Et je vais voilà, m'atteler sur ces thèmes-là pour te poser les questions. Alors, je vais commencer par la famille, hein. Qu'est-ce qui ne saurait être plus important que la famille? Si ce n'est peut-être la patrie pour Jean Moulin et pour beaucoup de résistants. Alors, la famille a beaucoup compté pour Jean Moulin. Alors, j'ai noté dans ton ouvrage que sa mère, tel un symbole de douceur et d'affection, son frère Joseph, décédé trop tôt, sa sœur Laure, la protectrice, d'autant plus après le décès de Joseph, mais surtout son père, à qui il vouait une certaine admiration. Alors, la question que j'aimerais te poser sur cette thématique de la famille est la suivante. Quelle place tenait la famille dans la construction de l'identité personnelle, mais aussi politique de Jean Moulin? Jean Moulin, enfin, Antonin Moulin, le papa de Jean Moulin, est consubstantiel de Jean Moulin. On ne peut pas parler de Jean Moulin si on ne parle pas de Antonin Moulin. Antonin, c'était le surnom du papa de Jean Moulin. Antonin, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il a eu son bac, je l'ai noté dans le livre, la France était encore dans les premiers pas de la République. Et lorsqu'il a eu son bac, Antonin Moulin, il- les députés devaient venir pour la remise du diplôme. Et lorsqu'il y a eu le député du département qui était le seul député républicain, Antonin Moulin, à ce moment-là, avait fomenté une petite bronca et tout le monde a applaudi, tout le monde a applaudi lorsque le député est apparu. Il était dans une école assez rigoriste, traditionnelle, et bien sûr, donc le proviseur a recherché qui était l'initiateur de ce méfait, hein, de crime de lèse-religion. Et ils ont retrouvé que c'était Antonin Moulin. Les parents d'Antonin Moulin, les grands-parents donc de Jean Moulin, ont été convoqués et Antonin a eu une lettre de réprimande. Et Antonin Moulin a toujours dit que c'était son premier diplôme de républicanisme. Et puis ensuite, il s'est intéressé à la politique, il est devenu conseiller général du département de l'Hérault, ensuite il est devenu vice-président du conseil général de l'Hérault, est devenu franc-maçon au Grand Orient de France. Il est rentré, il a créé à l'époque la LDH. Il s'est battu pour construire
une statue pour Casimir Perret. Il s'est battu contre le colonialisme, l'esclavage. Antonin Moulin avait véritablement le républicanisme dans les veines. Autant le grand-père l'arrière-grand-père de Jean Moulin s'était engagé comme marin dans la marine de Napoléon Ier. Et il était fier de cela, au demeurant. Et ça reste quelque chose qui a marqué la famille, cet attachement à Napoléon Ier. Et le grand-père, lui, par contre, de Jean Moulin, lui a été interné parce qu'il s'était opposé à Napoléon III. Donc lui a été interné. Euh, et puis Jean Moulin donc, est né dans ce républicanisme qui était un radical socialisme. Son père était radical socialiste et eh bien, il a suivi lorsqu'il a commencé à faire ses études. Il est rentré. Le seul attachement politique qu'on a connu à Jean Moulin, c'était les jeunesses justement radicales socialistes qui avaient un autre nom. Je l'ai plus en tête là, exactement. Mais il était rentré dans une association de jeunesse radicale socialiste lorsqu'il était en train de faire ses études. Et c'est le seul engagement qu'il a eu. Mais il est vraiment d'héritage radical socialiste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mes amis radicaux m'ont donné un jour cette affiche qui est derrière moi. Même quand il est dans cette préfecture, sous-préfecture, il demande toujours conseil à ce père pour Oui, justement l'éclairer d'une certaine manière. Et on a vraiment, alors voilà, j'ai pas pris toutes les citations, sinon comme je te le disais, c'est une émission de 3 heures qu'on enregistrera, mais il y a beaucoup en effet de passages dans ton livre qui évoquent vraiment ce respect vis-à-vis de cette figure paternelle et avec cette grande volonté qu'il voulait vraiment devenir préfet avant que son père ne s'éteigne. oui, c'est vraiment mon père, ce héros. Euh, j'ai mis beaucoup de moi aussi, je dirais, dans ce livre. Et, On le ressent, hein, voilà. quand on te connaît, on le ressent vraiment, oui. Mais Mon, c'est pa- toute la beauté de mon, l'ouvrage, hein. Feu, mon papa, est vraiment mon héros aussi. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, bah, comme Jean Moulin, je le suis du fait de mon papa qui est décédé maintenant et de ma maman. Et Jean Moulin, effectivement, demandait toujours conseil à son papa. Alors là, je vais partir maintenant sur la pensée politique. Une fois encore, il y aurait tellement à dire, mais voilà, je vais m'attacher à quelques questions particulières. Donc, comme tu l'as évoqué, bah, Jean Moulin, il est profondément patriote. J'ai noté cette phrase qui est aussi une doctrine de vie, hein, certainement. Chacun et tous devraient se demander ce qu'il peut faire pour son pays avant de se demander ce que son pays peut faire pour lui. Donc c'est également, comme je te le disais, une philosophie de pensée qui te caractérise. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit, c'est se dire que Jean Moulin, en fait, c'est déjà un partisan de la Cinquième République qu'il ne connaîtra malheureusement pas. À travers ton ouvrage, tu mentionnes ce passage. Ce régime parlementaire, donc il parle de la Troisième République, est véritablement vecteur d'instabilité chronique. Peut-être faudrait-il à la France un régime présidentiel qui soit fort, d'un président qui décide, soit au-dessus de la mêlée et donne en équilibre des pouvoirs supérieurs aux deux chambres. Il faut que le président arrête de n'avoir qu'un rôle honorifique tout en donnant plus de pouvoir au Parlement afin de contrebalancer ce pouvoir et éviter les dérives. Le régime parlementaire est un régime instable. Donc, Cinquième République, Charles de Gaulle, Jean Moulin, une parfaite convergence au final. Oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsque Jean Moulin part pour Londres, il a entendu parler de ce général, de ce sous-secrétaire à la Défense. euh, mais il ne connaît pas De Gaulle véritablement, il ne l'a de toute façon jamais rencontré. Et lorsqu'il dit à ses amis, à sa famille qu'il veut aller à Londres, euh, ses amis se réécriront plus tard en disant Meunier, Chambéron, qui sont des personnes qu'il a rencontrées au sein du cabinet donc de Pierre Cotte. C'était les quatre mousquetaires, hein. Il y avait Meunier, il y avait Chambéron, il y avait Manès, Moulin qui était au service donc, de Pierre Cotte. Les deux, Meunier et Chambéron, diront, mais il est de droite. Et Jean Moulin a dit, non, il est France.
Il est France avant tout. C'est un très grand homme. Et il ne parlait pas uniquement de la taille du général de Gaulle. Donc, on dit toujours, il n'y a aucune trace de cette première rencontre, mais il se dit que les deux hommes sont tombés véritablement amoureux l'un de l'autre, faut se figurer, qu'il y a eu vraiment un coup de foudre entre les deux hommes, l'un qui était issu, on va dire, d'un centre-gauche laïque, républicain, et de l'autre qui était issu plutôt conservateur, plutôt de droite, d'un milieu catholique. Et pourtant, pour la France, les deux ont su se réunir, comme il y aura une réunion après avec le Conseil national de la Résistance, et comme il se devrait que les véritables républicains sachent se réunir à partir du moment où la France va mal, et on devrait peut-être y penser un petit peu aujourd'hui. Là, je vais passer un moment que certainement qui est important pour toi et que j'ai trouvé aussi assez important pour côté de l'histoire. Je vais revenir sur la guerre civile espagnole. Dans la guerre civile espagnole, on est sur 36-39. Elle tient, voilà, comme je le disais, une place particulière dans les événements qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle oppose notamment les républicains d'un côté, les nationalistes de l'autre, dirigés par le général Franco, si on devrait faire extrêmement simple, et ce général Franco qui est aidé par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Rien que ça. La France a décidé de ne pas aider directement les Espagnols en restant neutre, notamment. Alors, C'est moi, plus je trouve compliqué que ça. on comprend quand même dans ton style rédactionnel que ce conflit est une sorte de prémisse à la Seconde Guerre mondiale, que si les puissances alliées avaient soutenu militairement notamment les républicains espagnols, alors peut-être que la future guerre aurait été évitée. Et j'ai noté dans ton ouvrage donc ce que dit Jean Moulin: je veux aider la patrie des républicains espagnols, sachant que si nous ne le faisons pas, la nation française sera en danger et ainsi l'ensemble des nations d'Europe. On connaît hélas les conséquences. Je schématise encore une fois: victoire des nationalistes qui mettent Franco au pouvoir. Hitler réclame ensuite les Sudètes. La Tchécoslovaquie est abandonnée en 1938. Danzig est bombardée, sonnant une nouvelle guerre d'Europe. Alors la question est simple. Jean Moulin avait-il compris que le nouveau conflit mondial serait déclenché ou à contrario évité en fonction des événements espagnols? Il avait tout compris, Jean Moulin. Blum était pour hein, une intervention en Espagne, une aide aux Espagnols. Néanmoins, il a été mis en minorité au cours d'un conseil des ministres. Et c'est pour ça que, a été votée la non-participation, la non-intervention au sein de ce conflit. Mais, mais, en dessous, en dessous, la France a aidé les républicains. Pierre Cotte, qui était donc ministre de l'Air à ce moment-là, vu qu'il y avait un veto, il ne pouvait pas livrer des armes directement à l'Espagne. Donc, ils ont livré des avions, 26 avions euh, au sein d'un pays en Amérique du Sud. Et c'est ce pays ensuite d'Amérique du Sud qui a livré les avions à l'Espagne. Qui a fait la livraison de ces avions? Jean Moulin. Jean Moulin est intervenu, ça a été sa première expérience de la clandestinité. C'est Jean Moulin qui a tout fait. Le passage des avions en Amérique du Sud, le passage des avions en Espagne, et il était présent sur le sol espagnol pour la livraison des avions. Il se dit qu'à ce moment-là, il aurait rencontré Malraux. On n'en est pas tout à fait certain, mais c'est fort possible. C'est Jean Moulin qui a eu sa première expérience de la clandestinité à ce moment-là. Et il a bien compris que à partir du moment où Hitler, et dans une moindre mesure Mussolini, et des Franco, avec la Légion Condor essentiellement, et que l'Espagne républicaine, elle était avec parcimonie aidée par Staline, il voyait que se concentrer sur un seul pays, tout ce qui pouvait être fait ensuite au niveau de l'Europe et ensuite au niveau mondial. euh, et il fallait arrêter cela. Il savait, il avait pressenti que si la République espagnole mourait, ça serait une victoire de Franco, ça serait une victoire d'Hitler, ça serait une victoire de Mussolini. Quelque part,
même s'il était neutre, une victoire de Salazar, c'est-à-dire une victoire de tous les fascismes Mhm. qui étaient peu à peu en train de s'installer en Europe. Il a tout donné au Parti communiste espagnol et il a fait se combattre entre eux les trotskistes, les anarchistes. Et il y a eu ces combats fratricides entre eux au sein des camps républicains qui se battaient entre eux plutôt que de se battre ensuite contre les franquistes. La guerre a été perdue, ensuite ça a été la retirada et tout. Jean Moulin il était sur le terrain, il a eu sa première expérience de la clandestinité, il avait compris, il avait vu le cauchemar qui allait s'abattre sur l'ensemble de l'Europe par la suite. C'est d'autant plus tragique, en effet, quand on sait qu'il avait totalement raison. C'est ce que tu viens d'expliquer. Et Hmm. les événements qui ont suivi, malheureusement, Ils lui ont euh, donné raison. ouais, lui ont donné raison. Alors, on va bifurquer justement sur cette carrière donc préfectorale de Jean Moulin, qui a commencé un peu par hasard, hein, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, Oui. par opportuniste aussi, puisque lui qui préférait tant le dessin, l'expression de la liberté, selon lui, et c'est par l'entremise, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, du préfet ami de son père, que Jean Moulin commence sa carrière le 1er septembre 1917 comme attaché de préfecture. Il deviendra le plus jeune sous-préfet de France en 1925. La première question de ce côté-là, c'est l'exemplarité, quand on lit en effet l'exemplarité qui a été le moteur de Jean Moulin. Quels ont été ses atouts pour évoluer professionnellement parlant jusqu'à devenir, le 26 février 1937, plus jeune préfet de France? Encore une fois, la rigueur que lui avait donnée son papa, la rigueur aussi que lui avait donnée quelque part sa maman, parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, autant son papa était un républicain, très ferme sur les valeurs, autant la maman de Jean Moulin, Blanche Peg, elle était très croyante, très pieuse, et elle avait voulu que soit donnée une éducation religieuse à ses enfants, baptême, communion. Et Jean Moulin, ça a été un mélange donc de ces deux traditions républicaines et catholiques. Le républicain a bien sûr pris le pas sur l'autre. Et Jean Moulin voyait la République, la patrie, toujours comme étant quelque chose de carré. Ça devait avancer. Et lorsqu'il est devenu patron des préfectures, ses subordonnés disaient toujours de lui que c'était quelqu'un qui était ferme, mais jamais autoritaire. C'était quelqu'un qui savait mener sa préfecture tout en étant quelqu'un de dialogue. Et on le verra, notamment lorsqu'il a été secrétaire général de la préfecture d'Amiens, où il a dû aller voir donc les manifestations et discuter avec les grévistes, tout comme il l'avait fait aussi dans le sud avec les manifestations des vignerons. Jean Moulin rentre donc au sein de la carrière préfectorale. Le préfet demande à son papa, j'ai besoin d'un attaché, non pas un attaché parlementaire, mais d'un attaché de préfecture. Est-ce que Jean accepterait? Et Jean accepte à la demande de son papa. Et c'est comme ça qu'il touche ses premiers salaires, tout en étant en même temps, à ce moment-là, étudiant en droit. Donc après, il va y avoir une coupure, puisque le premier conflit mondial est là. Au départ du conflit, Jean Moulin n'était pas en âge de partir à la guerre. Mais bon, bah, il a été rappelé néanmoins sur la fin du conflit et il a dû partir. Donc après, bah, il revient à son poste en ayant une légère promotion et Jean Moulin a ensuite continué à évoluer dans ses postes en ayant toujours le souci, encore une fois, non pas par opportunisme, mais vraiment le souci de la France, de faire. Il était, en étant le subordonné du préfet, le relais de l'État. Et c'est toujours l'État qu'il a voulu faire avancer au sein de ses préfectures. On voit au niveau de ton ouvrage qui est bien structuré, c'est cette évolution, il part vraiment de la base pour arriver quelque Tout à part au fait. sommet et tous les échelons un à un, avec cette rigueur, cette exemplarité, il demande beaucoup aux autres parce que à lui-même il s'inflige cette Même. exemplarité.
Il y a un Les plus exemple dont grands on... hommes qu'on a eus en France sont issus de cela. On prend Napoléon. Napoléon a commencé, c'était un petit caporal, et puis ensuite, il est devenu officier, et ensuite, il est devenu empereur. On prend le général Bijard. Le général Bijard a commencé résistant, et ensuite deuxième classe dans l'armée française, et pour aller s'élever jusqu'à devenir général, et ensuite devenir ministre de la République. La République française est capable de faire l'élitisme républicain est capable de faire des grands hommes de cette trempe-là. Et ces grands hommes, justement, ont toujours comme point commun cette exemplarité, ce service quelque part à la France. Toujours, toujours. Ils n'ont qu'un mot, que ce soit encore une fois Napoléon, Bijard, Jean Moulin et d'autres, le général de Gaulle. France. France, France, France. Ouais. On l'évoquera hein, sur le chapitre de la résistance, mais c'est vrai que c'est justement ce qui fait toute la beauté, c'est toute cette diversité quelque part que possède la France, que toutes les personnes ont en elles, différentes dans la pensée politique, différentes dans l'aspect religieux, différentes dans la vie en elle-même, et pourtant. On a bien, et Et c'est quelque qui n'a part, rien à voir avec ouais, c'est quelque part la... ce qui est beau au niveau de la nation française, mais quelque part dans toutes les nations, c'est que on a beau être, on est tous différents, pourtant on est tous rassemblés sous le drapeau tricolore. Tu as évoqué cette notion que je vais aborder un instant, et ça va me permettre d'y revenir sur justement la Première Guerre mondiale et la Hmm, mobilisation de Jean Moulin. Alors, Jean Moulin a été mobilisé de 1917 à 1919, mais n'a en réalité jamais connu le front. Euh, tout à fait. citation prise dans ton ouvrage, nous partons pour le front, mais ne l'atteindrons pas. Hmm, L'armistice arrive le 11 novembre 1918. oui. Dans cet ouvrage, tu mentionnes à plusieurs reprises cette déception, d'une certaine manière, qu'a au plus profond de lui Jean Moulin. J'ai retenu, je n'ai de cesse de vouloir faire mon devoir, mobiliser trop tard, démobiliser trop tôt. Alors, Hmm, avant même que le second conflit mondial n'éclate, il demande à être dégradé de son poste de préfet en cas de conflit, rejeté une première fois en 1938 et même une seconde fois en 1939 parce que la présence qu'il occupe apparaît comme, je cite, absolument indispensable au bon fonctionnement du oui. service de la mobilisation. Alors la question est la Hmm. suivante, cette frustration d'une certaine manière de ne pas avoir connu le feu de la Première Guerre mondiale va-t-elle avoir des conséquences sur le devenir du résistant, Jean Moulin? Oh, très certainement, parce que Jean Moulin, lorsque le conflit a commencé, il dessinait déjà le conflit. Le caricaturiste Jean Moulin dessinait le conflit. Le conflit. Il s'était battu un soir dans un troquet avec des militaires qui ne comprenaient pas que Jean Moulin et ses amis ne soient pas partis au front. Et lorsque Jean Moulin est parti, ça a interrompu sa carrière préfectorale, mais quelque part, il était heureux d'y aller, d'accomplir enfin son devoir. Et effectivement, l'armistice est enfin arrivé. Et donc, l'arrêt du conflit a fait que Jean Moulin n'a pas pu monter au front, alors qu'un matin, ils ont eu l'ordre, messieurs, vous partez, mais bon, il y aura l'arrêt des hostilités. Et Jean Moulin sera très fier de ce service qu'il aura fait. Il l'aura fait comme seconde classe tout d'abord, et là aussi, il a gravi les échelons. Et lorsqu'il terminera donc son service militaire, il sera fait sergent de réserve au sein de l'armée de terre. Après, avec son passage au sein du cabinet de l'air et de Pierre Cotte, il va demander à changer d'arme et il passera donc au sein en tant que réserviste de l'armée de l'air. Et c'est à ce moment-là qu'il n'aura de cesse, lorsque le conflit va attaquer, comme tu l'as dit, de vouloir réintégrer l'armée. Il voulait aller se battre pour la France. Il n'avait pas pu le faire la première fois. Même s'il était désespéré de ce deuxième conflit, il voulait apporter sa pierre à l'édification de la France en tant que combattant français. Tout à fait. Et quelle pierre va-t-il mettre à cet édifice? Il ne le sait pas encore, évidemment. Alors justement, abordons ce chapitre sur la résistance. Les premiers mots sont véritablement frappants. Je cite. Le 17 juin 1940, les Allemands arrivent à Chartres.
Je me dois d'accueillir l'occupant, l'envahisseur comme il se doit, en grand uniforme. Jean Moulin, qui avait pressenti ce danger nazi bien des années auparavant, on l'a vu ensemble tout à l'heure avec le conflit espagnol, a résisté finalement bien avant 1940. Oui, parce que dès que la guerre a éclaté, dès que la drôle de guerre a été faite, et puis ensuite au moment de la débâcle, Jean Moulin se battait pour que tous les fonctionnaires restent en place. Il avait fait mais une missive qu'il avait fait placarder dans tout le département, où il appelait tous les fonctionnaires, tous les ouvriers, tous les Français à rester en place, que les pleutres voulaient faire tomber la France, mais qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur et qu'il fallait véritablement rester en place. Et pourtant, à Chartres, lorsque les Allemands sont arrivés, eh bien, le maire avait fui. Une grande partie des ouvriers avaient fui aussi. C'est pour ça que Jean Moulin, pour pouvoir donner à manger au département, s'était fait lui-même boulanger. Il était allé, il avait réquisitionné une boulangerie et il avait fait le pain lui-même. Et Toujours dans un cette notion de souci, rigueur et de montrer l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. voilà, voilà. Et de rassemblement de ces deux France, il avait demandé donc à un des conseillers municipaux d'être avec lui pour accueillir les Allemands, pour représenter le maire, la mairie, la ville, puisque le maire était parti. Et il avait demandé au vicaire de la paroisse d'être présent aussi en tenue pour accueillir les Allemands. Et ce sont ces trois personnes qui ont accueilli les Allemands lorsqu'ils sont arrivés et où il leur a dit que bon, bah, la fortune des armes, effectivement, leur permettait d'arriver ici. Et qu'il leur a demandé de respecter la population civile. Ce à quoi l'Allemand lui a répondu, oui, bien sûr, nous respecterons la population civile à partir du moment où la population civile restera calme et ne fera rien. Et puis on l'a vu très vite, ça c'était le matin et le soir même, Tout à fait. les Allemands étaient en train de torturer Jean Moulin, mais on y reviendra. Ouais. Exactement. Et ce fait de les accueillir quelque part, comme je le dis, hein, en grand uniforme, c'est surtout pour leur dire, voilà, la France, quelque part, que je représente par cette Je intermédiaire, représente la voilà, France. vous ne l'avez pas écrasé, puisque certes, je vous accueille, hein, enfin, l'envahisseur, je l'accueille, mais la France est encore là par mon entremise et par l'entremise, évidemment, de tous ceux qui ont fait cette optique-là. Alors, Et autre... on le verra d'ailleurs, Ouais. lorsqu'il sera révoqué par l'État Mhm. français, le commandant la place d'armes de Chartres voudra faire une photo avec lui parce que les Allemands avaient une grande estime de ce préfet. Et Jean Moulin a accepté de faire cette photo dans le jardin de la préfecture de Chartres, mais il a demandé à l'Allemand d'être 2 mètres derrière lui. Et Mhm. on le voit, Jean Moulin est devant avec une écharpe qui cache sa cicatrice. Il est en uniforme, quelque part, et il est devant. Et l'Allemand est derrière lui, il n'est pas à côté de lui. Et là encore, il montre la supériorité de la France. La France est devant l'Allemagne. Exact. C'est par L'Allemagne des... nazie. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit par des actes comme ceux-ci, ces actes de résistance aussi. Très symbolique, mais Voilà, il y a le symbole aussi, voilà, ce que tu évoques est parfaitement parlant. Alors, autre citation, donc, nous ne devons pas accepter la défaite. Il nous faut résister aux Allemands, entreprendre une action clandestine, mais avec prudence et à bon escient. Il faut marcher derrière De Gaulle. Le rôle de Jean Moulin a été de contacter tous les mouvements de résistance afin d'essayer de les fédérer. Il veut reprendre contact avec l'ensemble des mouvements donc de cette résistance intérieure qu'il a rencontré, ainsi que ceux qu'il n'a pas encore rencontrés. Il fallait donc unir cette résistance, et pour la résistance, donc il devint un max. Comment Jean Moulin a réussi dans cette entreprise? il a commencé, c'est les réseaux qu'il avait lorsqu'il était au cabinet de Pierre Cotte qui lui ont permis cela. Et donc, il a rencontré en premier Freinet et puis deux autres mouvements de la résistance. Puisqu'en fait, lorsqu'on dit qu'il est arrivé avec un rapport sur l'état de la résistance française, Jean Moulin, en fait, est arrivé en ayant rencontré trois mouvements et en ayant un rapport qui faisait 17 pages. C'est pas...
Et c'était pas un annuaire hein, non plus. Mais en plus de ce rapport, Jean Moulin est arrivé avec une idée bien préconçue sur ce qu'il fallait faire parce qu'il avait vu sur le terrain ce qui était et ce qui devait être fait. Et c'est cela qu'il a rapporté au général de Gaulle. Et il faut se rappeler quand même aussi à cette époque que le général de Gaulle n'avait eu que peu de personnes, peu de grands politiques qu'il avait rejoints, peu de grands militaires qu'il avait rejoints. Et le fait d'avoir un préfet de la République, pour lui, c'est une richesse immense. J'étais un peu renseigné pour savoir qui était ce préfet. Il était passé dans les pattes ensuite lorsque Jean Moulin est arrivé dans les pattes du renseignement anglais. Ensuite, il est passé par les pattes du renseignement français. Et c'est qu'à l'issue de cette essorage qui permettait de vérifier si la personne qui arrivait n'était pas un espion allemand, qu'il a pu rencontrer le général de Gaulle. Et le général de Gaulle était très demandeur de ces grands politiques, de ces grands fonctionnaires. Mais hélas, il n'en avait eu que très peu. Je viens d'écrire pour le Patriote résistant de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la FNDRP, que je préside même avant, je relis, un article sur l'île de Sein. Et lorsque le général de Gaulle a vu les résistants, il leur a dit, il y avait Daniel Cordier qui était là, il y avait Léon Hamon, et puis il y avait les gens de l'île de Sein. Et il leur a dit, très froid, je ne vous féliciterai pas d'être là aujourd'hui, vous ne faites que votre devoir. Et regardant en fait tous les Bretons de l'île de Sein qui étaient 120, il leur a dit, mais en fait, vous représentez aujourd'hui le quart de la France. Parce que c'était l'état quantitatif des personnes qu'il avait rejoint, c'était ça, 120 personnes qui venaient de l'île de Sein, bah, c'était le quart de la France libre. Ouais, ça laisse quand même à réfléchir quand même. Surtout qu'on sait qu'en matière de résistance, la Bretagne a été l'un des secteurs qui a la plus résisté, avec le Sud-Est et la Corse. Alors Mm. justement, tu évoquais le général de Gaulle. Donc le 25 octobre 1941, Jean Moulin rencontre le général de Gaulle. Une Mm. citation. Nous ne sommes pas du même bord politique. A-t-il seulement Ouais, un bord politique autre que la France? Mais une chose nous unit, une certaine idée de la France. de la À la France. suite de cet entretien, Jean Moulin donc, devient le représentant du général de Gaulle. Il est le délégué civil et militaire du général. Il devient donc le chef. Il dirige, il délègue, mais il vérifie et valide tout. Cette confiance solide entre les deux hommes, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais comment elle s'est nouée au final? Comment le général de Gaulle a accordé sa Ah, confiance à Jean Moulin? Comment Jean Moulin a accordé sa confiance au général? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, ils ne, ils n'ont pas les mêmes idées politiques d'une certaine manière, ils sont rassemblés sous le drapeau tricolore, mais de là à devenir quelque part le représentant du général de Gaulle en France, ça s'acquiert pas comme ça. Donc comment cette confiance, elle s'est nouée entre les hommes? on ne le sait pas, puisque comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de témoin de cette rencontre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une immense estime entre les deux hommes. Jean Moulin avait compris que si on voulait faire de nouveau France, c'était vers ce général qu'il fallait euh, aller, même si après, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il aurait pu éventuellement le combattre politiquement. On a vu des hommes comme Pierre Mendès France qui avait rejoint le général de Gaulle et qui après, politiquement, s'en sont séparés. On a vu des personnes comme Muselier, qui au départ avait rejoint le général de Gaulle et qui ensuite s'en est séparé, même pas après la guerre, lui-même, même avant. Bref, euh, il y a eu une estime et une volonté unique, libérer le territoire français des nazis. Euh, Et c'est cette union de ces deux France qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas auparavant. Moi, mon ami Daniel Cordier me disait qu'au tout départ, avant d'aller rejoindre Londres, il était maurassien et avec ses amis de l'Action française, il appelait mort aux Juifs avec le journal. Et un des plus grands moments de sa vie a été un jour où il avait déjà rejoint Jean Moulin, où il a vu un juif
le père et son fils, dans Paris, avec une étoile. Et il a compris à ce moment-là, parce que pour lui, un juif, c'était totalement abstrait, il n'en avait jamais rencontré. Il a compris à ce moment-là toute la dureté, toute l'absurdité euh, de ce qu'il avait pu dire auparavant et tout le danger que représentait cette idéologie. Et Jean Moulin disait lorsqu'il avait rencontré la première fois Daniel Cordier au Garret, qu'il était très content en fait d'avoir une éducation républicaine. Et Daniel Cordier ne comprenait pas du tout cet homme. Il ne savait pas qui était Jean Moulin. Il ne savait pas qu'il allait être encore à son service là. Et donc, ce sont là ces deux France qui se sont réunies ce jour-là. Et quelle réunion, quelle réunion. Et justement, on va en revenir. Donc l'activité de Jean Moulin, quand même, malgré toutes les précautions prises, n'est pas inconnue à la fois du régime de Vichy comme de la Gestapo. Mais justement, là, le Conseil de la Résistance est constitué et cette citation, encore une fois, splendide, je prends le temps de regarder tous ces hommes, un par un, tous ces visages. Je ne lis que Mm. la détermination dans les regards. Tous ont une histoire différente, un vécu différent, des opinions politiques différentes, des sentiments différents, voire divergents, mais tous n'ont qu'un souci, la France. C'est un peu la trame qu'on évoque depuis le début de cet entretien. Donc, la question que j'aimerais te poser, c'est la suivante. Enfin, quelque part, c'est ça aussi l'âme de la résistance. Des hommes, des femmes différents, mais unis dans le même combat. Est-ce que c'est vraiment ça la, Et la la liaison, tu définition regardes? même de la résistance? Tout à fait, tout à fait. Et c'est le sens. Au départ, Jean Moulin n'avait pas idée, voulait réunir la résistance, mais le Conseil de la résistance, le Conseil national de la résistance, tel qu'on l'a appelé ensuite, s'est imposé à lui, s'est imposé au général de Gaulle peu à peu. Mais au tout départ, il n'avait pas cette pensée-là. Il fallait unir la résistance, mais il ne savait pas trop comment faire. Pourquoi? Bah, pour la France, encore une fois. Mais voilà. Et donc, lorsque Jean Moulin a voulu faire le Conseil national de la résistance, il est allé voir à l'extrême gauche que représentait à l'époque le Parti communiste, hein, c'était le parti le plus à gauche, et il a voulu aller jusqu'au colonel de Larocque, jusqu'aux ennemis du colonel de Larocque, en passant par les socialistes, les communistes, des syndicalistes, la droite républicaine, la droite chrétienne. Mais les communistes ont tout fait pour empêcher que les amis du colonel de Larocque intègrent le Conseil national de la résistance. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas été. Et pourtant, il devait être là. Ce qui démontrait bien vraiment tout le panel politique de la France, toutes les sensibilités de la France qui étaient réunies en un seul conseil, qui aurait pu être un seul parlement. Mais c'est comme on le dit, c'est tous des partis pour la France. Et Tout à vision fait. différente, mais là, on est dans une situation exceptionnelle. Alors, on en vient hein, au fur et à mesure de cet entretien à ce moment qui est toujours lu avec grande tristesse, puisque Jean Moulin sera finalement arrêté le 21 juin 1943. La Gestapo était bien renseignée. Quelques jours plus tard, le 8 juillet, celui qui aura incarné la résistance sans jamais dévier de sa route, sans jamais cesser d'avancer pour la patrie avant tout, réalise son dernier acte de bravoure. Il ne dira rien à ses bourreaux. Dans ton ouvrage, les mots posés sur le papier qui évoquent ces derniers instants de vie de Jean Moulin sont à la fois durs, poignants, mais aussi emplets de sacré, si je retire l'élément religieux du terme. On ose imaginer la souffrance endurée, la violence, la barbarie de ce régime totalitaire qui s'est violemment abattu sur lui, tentant de lui faire avouer son identité. Quels ont été ces derniers moments de résistance de Jean Moulin? Jean Moulin n'a pas parlé, on le sait. Euh, il a été battu, torturé. Il a eu les organes internes qui ont été explosés. À un moment donné, les nazis ont demandé à un des résistants arrêtés à Caluire de le raser. Euh, il ne reconnaissait même pas le visage de son ami. Il a reconnu qu'après, tellement Jean Moulin avait été frappé et défiguré. Mais Jean Moulin ne
parlait pas. Et c'est ce qui a amené à un moment donné et toute l'ignominie de Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Car lorsque un des amis, et c'est peut-être comme le disait Malraux, le plus dur, a parlé pour dire qui était Jean Moulin, parmi ces prisonniers, parmi ces personnes arrêtées à Caluire, euh, Barbie a continué à s'acharner sur lui. Parce qu'il voulait qu'il dise qu'il était Jean Moulin. Il voulait pas. Barbie ne voulait pas connaître l'organigramme de la résistance, tout ça. Il le savait de toute façon. Il voulait Ouais. juste abattre l'homme pour qu'il lui dise je suis Jean Moulin. Et donc c'est à ce moment-là que Jean Moulin a fait cet acte que l'on sait absolument merveilleux. À un moment donné, il a demandé à Barbie un carnet et un crayon. Et donc il a commencé ce que pensait Barbie être écrire. Et en fait, au bout d'un certain temps, Barbie en a marre d'attendre. Il veut voir. Ça y est, enfin, il tient sa victoire. Il veut voir. Il arrache le carnet à Moulin. Et en fait, sur le carnet, il n'y a aucun nom. Ni le sien, ni celui de ses amis. Il y a juste une caricature. Celle de Barbie. Jean Moulin, à ce moment-là, il s'est de nouveau évadé. Jean Moulin, il est redevenu Romanin, l'artiste qui vivait de liberté, qui vivait Saint-Andiol, qui vivait Avignon, qui vivait Béziers, qui vivait le ciel, la terre, les fleuves. Jean Moulin s'est évadé de nouveau quelque part de la prison de Montluc et à ce moment-là, Barbie s'est acharnée sur lui, paraît-il, mais quelque chose de dingue. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, lorsque la Gestapo nationale a appris que Barbie avait Moulin, ils ont demandé à ce qu'il soit transféré donc en Allemagne. Il est passé par Paris, il a fait un arrêt au siège de la Gestapo, où il a visiblement été de nouveau interrogé. Ils ont essayé de le remettre quelque peu en état. Et ensuite, il a pris le train et c'est dans la gare de Metz qu'on a découvert en fait que Jean Moulin était décédé. Le corps n'a pas tenu, mais l'esprit, lui, a tenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et puis, j'ai aussi noté dans ton ouvrage, je crois que c'est dans les premières pages, quand justement on évoque la famille, qu'il a cette pensée, qu'ils disent, pardon maman, je vais te faire souffrir. Enfin, tu vas encore souffrir après avoir perdu un fils, après avoir perdu ton mari. Ben, tu vas devoir perdre un autre fils. Mais en effet, comme tu le dis, le corps a lâché, le- l'esprit de la résistance était en lui jusqu'au bout et voilà, il n'a rien dit. Cette réponse à son bourreau de cette manière-là, ça conclut quelque part avec cette fibre artistique qui avait toujours été en lui sur cette, Il l'a euh, accompagné. cette passion pour le Oui, tout à dessin. fait. Voilà. Mais on le voit souvent dans les lettres des personnes qui ont été fusillées, des personnes qui ont réussi à passer des courriers alors qu'ils allaient être internés ou déportés. À chaque fois, ils demandaient pardon à leur famille, ils demandaient pardon à leur maman. Et d'ailleurs, sur un front, souvent, les hommes, malgré tout ce qu'ils ont enduré, on les entend parfois appeler leur maman. C'est pas pour rien. Et malgré tout ce qu'ils ont enduré, ils appellent leur maman. Et tous ces résistants, lorsqu'ils ont été arrêtés, qui devaient être fusillés, internés, déportés, ils écrivaient des lettres où à chaque fois ils disaient pardon à leur maman pour la tristesse qu'ils allaient faire, mais par contre, toute leur joie de partir parce qu'ils allaient mourir pour la France. C'est vrai. Et lorsqu'on parle de cette France, bien sûr, on ne parle pas de cette France étriquée, nationaliste, fasciste, mais par contre de la grande France, comme disait le général de Gaulle, une certaine idée de la France qui n'est belle que lorsqu'elle est grande. Alors, concluons, hein, cher Grégory, cet entretien en cette année où nous commémorons le 60e anniversaire de la panthéonisation de Jean Moulin. Le 19 Hmm, décembre 1964, entre ici Jean Moulin. C'est par ces mots célèbres d'André Malraux que se conclut hmm. d'ailleurs ton ouvrage. 21 ans après sa mort, Jean Moulin entre au Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Quelle a été l'aura de cet événement et aussi pourquoi est-il intervenu, entre guillemets, aussi tard? Dès le départ de la fin du conflit, il y a eu une volonté
euh, de la part de Laure, qui a cherché, et qui après a compris, a su que son frère était décédé, de perpétuer la mémoire de son frère et toute son action. Donc, il a commencé à y avoir des rues, des stèles, à droite et à gauche, mais c'était peu, car il faut bien se rendre compte qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin, c'était un inconnu. On parle de Jean Moulin, cet inconnu du Tout à fait. Panthéon, c'est un des livres donc de mon ami Daniel Cordier. Mais c'est totalement ça. Jean Moulin a tout fait en étant totalement dans la clandestinité. Les Français ne savaient pas qui était Jean Moulin, ne connaissaient pas l'œuvre de Jean Moulin. Et donc, peu à peu, des résistants qu'il avait côtoyés, des réseaux qu'il avait côtoyés, ont voulu faire sortir sa personne, sa mémoire, son action. Et alors, à un moment donné, effectivement, le général de Gaulle avait besoin de faire France et il avait besoin, là, c'était, il faut l'avouer, une question politique euh, d'une d'un grand raout, si on peut dire. Et c'est plusieurs personnes qui lui ont suggéré un tel, un tel, un tel, et Jean Moulin. Le général de Gaulle s'est rappelé effectivement de ce compagnon indispensable. Il a fait exceptionnellement la préface de la biographie qu'avait écrit Laure Moulin pour son frère. Et cette panthéonisation a été faite. Ils ont appelé tous les compagnons de la résistance, les compagnons de l'ordre de la libération. Ils en avaient oublié un d'ailleurs, le plus proche, Daniel Cordier. Ils l'avaient oublié. Daniel Cordier a été obligé de s'imposer pour le jour de cette panthéonisation. Et quand on écoute Malraux qui a griffonné, on le voit jusqu'à la veille de la panthéonisation, son discours, et qui, dans le vent, dans le froid, a fait ce discours avec cette voix exceptionnelle. Mais on entend tous ce message, entre ici, Jean Moulin, avec cette voix exceptionnelle. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Mais si on reprend le détail de ce discours, c'est un discours exceptionnel. Ça fait partie vraiment des plus grands discours que les hommes politiques ont écrits en France. Vraiment, ce discours est exceptionnel. Exceptionnel. Je te rejoins tout à fait, d'autant plus que j'ai revu l'enregistrement de ce discours donc, pour l'émission dernièrement, et c'est vrai que on ne peut que être frappé par les mots employés, et ce entre ici Jean Moulin, ça résume Hmm. d'une certaine manière le discours, mais il faut le relire, le revoir, Ouais, pour justement s'imprégner quelque part de tout ce parcours de vie de Jean Moulin, de la Résistance, et que sans ces hommes que j'aime à dire, ces hommes ordinaires qui ont eu une voix extraordinaire, la tout à fait. France n'aurait pas été au rang des vainqueurs lors de la signature de C'est ce que je 1949. te disais au tout début de notre entretien, quand j'étais tout minot, quand j'étais tout gamin, je crois que j'étais surtout enrichi de tous ces résistants, tous ces internés, tous ces déportés que j'ai rencontrés, dont on ne connaît pas le nom, donc ils n'ont pas fait la grande histoire de France, qui ont fait la petite histoire de France. Ce sont tous ces gens-là qui m'ont totalement enrichi tout au long de ma vie. Ouais. En tout cas, Greg, je tiens vraiment à te remercier pour t'être rendu disponible Je t'en pour prie. cet entretien. Il nous reste quelques minutes. Donc là, en effet, donc ton ouvrage que j'invite à nos auditeurs à acquérir tellement c'est prenant, c'est vraiment une vision de Jean Moulin. On connaît la vie de Jean Moulin grâce à cet ouvrage. Il y a d'autres ouvrages. Tu le précises en introduction, je ne suis pas historien. Mon travail n'est Oui. pas un travail d'historien. C'est le travail voilà, de ce qui t'a passionné en tant que président du cercle Jean Moulin aussi. Et c'est un très beau livre dont je te félicite. Et il ne sera pas le seul. Un autre ouvrage est prévu prochainement. Je
te laisse en dire plus. Oui, tout à fait. Alors, le premier ouvrage a été, rappelons-le quand même, préfacé par Yves de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle qui m'a fait l'honneur de faire cette préface avec une couverture de Nathalie Afonso, une artiste exceptionnelle qui a fait la peinture, une peinture, d'où est tirée la couverture de l'ouvrage. Et effectivement, voilà, une couverture de Nathalie Afonso. Le deuxième ouvrage va bientôt sortir et cette fois-ci il sera préfacé par Son Altesse Royale le Prince Murat qui m'a fait l'honneur de faire la préface et cette fois-ci c'est un abécédaire où je fais les entrées donc, par toutes les lettres. Lorsque c'est une ville, je fais un descriptif de la ville et ce qu'a fait Jean Moulin dans cette ville. Lorsqu'il s'agit de personnes, je fais une légère biographie de cette personne et de ce qu'a fait Jean Moulin avec cette personne. Et donc le livre sortira toujours chez l'Harmattan en février, je pense. Très bonne maison d'édition. Et puis, si tu le désires, ce sera avec grand plaisir de te recevoir pour évoquer ce deuxième ouvrage. Avec plaisir. Et encore merci à toi, Christopher. Merci à France Bonapartiste. C'est toujours un plaisir de participer aux activités de France Bonapartiste pour moi. Ça m'est cher. Le plaisir est toujours partagé. Je connais en effet ta vigueur et ton enthousiasme pour cela. Merci à tout le monde aussi d'avoir visionné cette vidéo qui est prévue pour le 19 décembre prochain. Ce n'est pas une date au hasard dans le calendrier de cette année 2024.